Un enfant sur 10 serait aujourd'hui victime de harcèlement en France. Certains chiffres montrent même que 40% des enfants seraient victimes une fois dans leur vie de cyberharcèlement. Souvent à l'origine de ce cirque infernal, la différence, être gros, maigre, petit, grand, autiste, d'une origine culturelle qui ne convient pas au harceleur, c'est être exposé au risque de harcèlement. À cela s'ajoute cette pression toujours plus forte de la conformité. Alors voilà la question que nous nous proposons d'explorer et j'espère tenter d'y répondre aujourd'hui avec nos trois invités. Comment en finir tout simplement avec le harcèlement scolaire? Tentative de réponse dans cette émission En quête de sens. Et j'ai la joie pour en parler de recevoir mes trois invités. Noémia Grohan, bonjour Noémia. Bonjour. Votre nom de famille, ça se présente bien comme cela? Oui. Alors vous avez été victime il y a quelques années maintenant de harcèlement scolaire. Alors il y a un certain temps maintenant, ça commence à dater, mais oui, effectivement, j'ai été confrontée au harcèlement à peu près il y a 20 ans. À votre entrée en 6e, donc ça rentre. Entrée au collège, effectivement. Je sais pas trop quel âge vous avez, mais... J'ai 36 ans aujourd'hui, donc ça fait à peu près 20 ans en fait, ouais, effectivement. Vous n'oublierez pas. Même un peu plus, voilà. Vous n'oublierez pas. Non, effectivement, c'est quand même quelque chose qui ancre en fait, qui laisse des traces sur le long terme, ce qu'on n'imagine pas forcément, mais effectivement des séquelles sur l'estime de soi, qui font qu'après, c'est tout un parcours du combattant pour retrouver cette confiance qui nous a été volée pendant cette période, effectivement. Que vous racontez donc dans cet ouvrage De la rage dans mon cartable est sorti en poche, Noémia, le récit de ce cirque infernal. Ce mot m'est venu comme ça, mais je pense que c'est vraiment ça dont il s'agit, ou ce cercle vicieux où on ne sort pas, où on ne sait pas, en tout cas, comment en sortir seul, si j'ai bien compris. Hatton, vous êtes déjà venu la semaine dernière dans cette émission En quête de sens à propos du self-défense, de comment faire pour se défendre, se préparer au pire. Aujourd'hui, vous êtes revenu avec toujours cet ouvrage Se préparer au pire, point d'exclamation, chez Albin, mais en tant qu'ancien harcelé, vous aussi, curieusement, vous êtes passé d'un camp, alors pas d'un camp à l'autre, mais enfin, vous êtes sorti de cela, justement, en conjurant finalement ce passé épouvantable par le fait de vous sentir plus fort en fin de compte. D'une certaine façon, c'est un peu ça on pourrait résumer ainsi les choses. Votre passé, ça a duré longtemps, ce harcèlement scolaire en plus chez vous. Oui, bonjour Marie-Ange, oui, ça a été long, ça a été dans ma petite enfance, ça a été ensuite dans mon adolescence, et puis bien après, une fois que je suis sorti du GIGN et que je me suis exposé sur les réseaux sociaux, ça a été les haters à fond, donc c'est une forme de harcèlement, mais effectivement, petit, je comprenais pas, en fait, je trouvais rien de rationnel là-dedans, et ça a été extrêmement violent. Et comme je disais, j'ai l'impression que c'était des pierres qu'on jetait sur moi, c'était une lapidation, et il y avait personne pour... Vous sauver quoi? Ah non, personne. Donc j'ai dû me débrouiller seul et puis j'en suis passé par la violence moi aussi pour en unique réponse. Oui, je suis allée un peu vite dans le résumé. Parce qu'avant le GIGN, il y a eu autre chose, il y a eu une étape un peu moins, un peu plus délicate dans votre existence. Marie-Charlotte Clair, et on le comprend bien. Marie-Charlotte Clair, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes ce matin cet après-midi venue en tant que maman d'harcelé. Vous êtes de cette cause qui vous tient à cœur. Vous êtes coach parental, vous êtes formatrice en éducation bienveillante, spécialiste des questions liées à la famille, on peut le préciser, praticienne également. Et vous recevez en consultation justement de nombreuses jeunes victimes d'harcèlement. Cet ouvrage que vous avez écrit, Harcèlement quand l'école vire au cauchemar, qui est sorti il y a quelques années chez Anovi, mais qui n'a pas pris une ride, malheureusement, Marie-Charlotte, en tant que maman et en tant que spécialiste. En effet, c'est quelque chose qui arrive aujourd'hui tellement souvent. Vous parlez de 10% de jeunes harcelés, oui, par an. C'est à peu près les chiffres que l'on a. Mais nous, alors quand je dis nous, c'est le centre Résist que j'ai rejoint, qui est spécialiste du sujet et qui est au départ du programme phare appliqué aujourd'hui dans les écoles. Donc j'interviens aussi comme formatrice des équipes. Nous pensons que les enfants entre 3 ans et 18 ans, 100% des jeunes sont confrontés à un moment de leur vie au harcèlement. À cause des différences ou d'abord à cause des réseaux sociaux, ou les deux en fait, puisque les deux sont liés? J'ai envie de poser ensuite la question à notre amie Noémia, mais qu'en pensez-vous? Alors surtout pas à cause des différences. Et ça, c'est une des premières choses que l'on propose. Donc j'ai faux. En fait, dire que c'est à cause d'une différence, c'est comme si je vous disais, je vais être un peu choquante, elle s'est faite violer parce qu'elle portait une jupe courte. C'est insupportable d'entendre ça. Elle s'est faite violer parce qu'elle a croisé le chemin d'un violeur. Eh bien, quand je dis à un enfant,
Et quand j'ai en tête qu'un enfant ou un ado se fait harceler parce qu'il est gros, petit, blond, brun ou roux... Bon, on est tous différents dans ce cas-là, on est tous victimes potentielles. Mais oui, exactement. Ouais, c'est ça en fait, Marie-Charles, vous avez raison. Et oui, et donc c'est mettre une part de responsabilité sur la victime. Et c'est lui dire, tu es un peu responsable de ce qui t'arrive. Tu n'es pas dans la norme. Mais voilà, et c'est reprendre le discours des harceleurs. Donc je pense que ce qui est très important déjà, c'est d'inverser le discours. Si j'arrive dans un endroit, que tout le monde me regarde bizarrement, me détaille bizarrement, se met à parler de moi et dès que je m'approche se tait, forcément que je vais me sentir différente. Mais c'est plutôt une conséquence qu'une cause. Alors, le harcèlement, évidemment, ne date pas d'hier. Hein. Noémia, ce sont les réseaux sociaux, évidemment, on l'a un petit peu dit depuis le début de cette émission, qui ont accéléré et qui ont... accentuer les dimensions gravissimes sur les enfants et les jeunes et d'ailleurs les adultes aussi. Ça peut peut-être être une menace aussi, une fois adulte, pour les personnes plus sensibles. C'est quand même le fait que ce soit ce que vous dites dans votre livre, c'est le fait que ce soit 24 heures sur 24. Hein. Le cyberharcèlement, on le ramène à la maison dans le cartable, quoi, si je puis dire. Hein. C'est ça, exactement. Je trouve que c'est un phénomène qui est très préoccupant aujourd'hui. Et qui d'ailleurs se retrouve de plus en plus tôt, parce que moi, j'interviens dans les établissements scolaires pour y faire de la prévention, dès le niveau justement école primaire, et j'ai de plus en plus d'élèves qui témoignent, non seulement dès par exemple l'âge de 7 ou 8 ans, déjà posséder un téléphone portable, voire pour certains déjà avoir un compte personnel sur les réseaux sociaux, de plus en plus jeunes, hein, et donc des enfants qui sont confrontés de plus en plus tôt à des situations fort problématiques, dont effectivement ce phénomène de cyberharcèlement. Et donc, j'ai de temps en temps, effectivement, des témoignages d'enfants qui, à 8-9 ans, ont déjà été confrontés à du harcèlement via le téléphone, via les réseaux. Donc, c'est extrêmement préoccupant, je trouve, dans le sens où, quand on le subit, on peut ne plus avoir un seul moment de répit. C'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, ça devient forcément beaucoup plus rapidement insupportable pour celui qui en devient la cible, évidemment. Alors, on a suivi cette histoire de cet adolescent qui s'est donné la mort le 5 septembre dernier. Ça vous parle à tonne, forcément. Vous avez joué un petit rôle dans cette affaire, je crois. Ou en tout cas, vous avez eu un avis sur cette terrible, cette tragique histoire, qui n'est pas la seule histoire dans ce style-là, à Poissy. Pareil, c'est-à-dire que le cyberharcèlement, évidemment, il rapportait chez lui, en quelque sorte, ces pierres, vous disiez tout à l'heure, ces pierres qui lui étaient jetées du matin au soir, du soir au matin, quoi, en gros. Disons que oui, avec les réseaux sociaux, maintenant, on ramène le harcèlement jusqu'à la maison et ça continue. Alors après, moi, pareil, à mon âge, c'est complètement différent. Moi, j'ai beaucoup plus de recul et puis je l'ai vécu étant jeune, le harcèlement scolaire. J'ai fait du chemin depuis. Psychologiquement, je me suis renforcé, physiquement aussi, parce que ça faisait partie aussi de mon cheminement d'être fort, d'être musclé pour encaisser les coups. Alors c'était malheureux parce que voilà, je me disais, mais si j'ai des muscles, on pourra me taper et je ne sentirai pas. Et psychologiquement, c'était à moi de faire aussi cet effort parce que à l'époque, c'était il y a près de 30 ans. Oui, plus de 30 ans, ça ne rajeunit pas, mais il y avait personne, il n'y avait pas de réaction au niveau de l'éducation nationale. Moi, mon père était intervenu quand j'étais petit. Alors, pas sur les mots, parce que les mots, en fait, ça passait. Je disais qu'on se moquait de moi. Oui, tu t'en fous. Mais à partir du moment où j'ai pris des coups et que c'était répété, là, mon père était intervenu. Et puis, ça s'est répété ensuite. Et là, j'ai pas voulu le solliciter, me débrouiller un peu seul, parce que c'était, oui, de toute façon, tu vas appeler ton père, machin. Donc, je me suis tourné, moi, vers les stars hollywoodiennes comme modèle. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, et je me disais, quand on est musclé, on prend des coups, et on même pas mal, quoi. Même pas mal, c'est ça. Et puis, je me suis tourné vers les sports de combat, et voilà. Mais aujourd'hui, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, moi, ça me touche beaucoup moins, mais je peux comprendre que quand on est beaucoup plus jeune, beaucoup plus fragile, et que ça impacte sévèrement. Parce que moi-même, j'ai pris cher quand même, j'ai trouvé que c'était injuste, mais c'est toujours injuste. Et ça, comme je ne vous ai pas posé la question, comme Noémia, c'est quelque chose qui restera quand même ancré en vous ou pas à cette époque? Mais complètement. Ça laisse des traces, ça laisse quoi comme traces si non, mais complètement. Moi, ça a suscité une vocation, c'est de rentrer au GIGN parce que justement, j'avais une aversion pour la violence et la violence injuste. Moi, ça a conditionné ma vie et aujourd'hui, quand j'en suis témoin, quand je le vois à la télévision, ça me ramène à ce que j'ai vécu et ça me hérisse le poil. Et je trouve qu'on n'apporte pas de solutions au sein des établissements. Il n'y a pas de... C'est mon sentiment. Moi, j'ai l'impression que pas de vague, pas d'histoire, mais qu'il n'y a pas d'écoute. Alors, de l'écoute,
là, vous me rassurez parce que je vous vois. Et de ce que vous m'avez dit, ça parle vraiment. C'est vrai que c'est pas... Les gouttes d'eau dans l'océan, c'est ça? Non, mais c'est vrai que c'est pas suffisant, je pense. Mais en même temps, il y a tellement de harcèlement, il y a tellement de victimes. Qui ne parlent pas d'ailleurs, c'est vrai qu'ils ne parlent pas. Il y a un sentiment de honte peut-être. Comme vous l'avez vécu vous-même, Aton. Et Noémia, ça vous parle, ça aussi, ce sentiment de honte? C'est terrible parce qu'en fait, on est 100% victime. C'est vraiment de la violence purement gratuite. Et quand on le subit, à un moment donné, à force de le subir, on peut penser avoir mérité ces violences. Et moi, c'est ce que j'ai vraiment ressenti. Et notamment, j'ai ressenti ça du fait de l'attitude des témoins. Parce qu'il y a toujours des témoins à ces situations de harcèlement, des élèves témoins. Et dans mon cas, soit les témoins gardaient le silence, soit ils rigolaient, soit ils suivaient le mouvement. Et donc, ces 3 attitudes avaient exactement le même effet, c'est que le harcèlement continuait en toute impunité. Du coup, ça crée vraiment un cercle vicieux, en fait, une spirale infernale dans lequel chacun est piégé, en fait, tant la victime que l'auteur lui-même, que les témoins. Et c'est ça qui est redoutable, en fait. Comment ça a commencé? Donc, ça commence en 6e. Absolument. Pas avant, il n'y avait rien. Je n'avais jamais été confrontée à ce type de situation. Moi, ça commence dès l'entrée au collège en 6e. J'avais pris une option sportive spécifique, basket, parce que c'est un sport que je faisais en club à ce moment-là. Et du plutôt forte donc, dans ce domaine. Voilà, donc plutôt assez douée. Et du coup, du fait de ce choix d'option, je me suis retrouvée dans une classe où je ne connaissais pas les autres élèves, donc contexte inconnu. Et donc, au départ, je me suis retrouvée en situation de mise à l'écart. Et très rapidement, si vous voulez, cette mise à l'écart s'est transformée en harcèlement. Et ça a commencé malheureusement de manière très classique, par un surnom dévalorisant de la part de 2 filles dans la classe. Vous pouvez nous le dire ce que c'était ou pas? C'était Gizmo. En lien avec le film Les Gremlins, en fait. Sympathique. Voilà. En lien avec le fait que j'avais les oreilles un peu décollées, la mâchoire un peu déviée, parce que j'avais eu un accident de voiture quelques années auparavant. Donc, c'est parti de ça. Donc, d'un rien à la base, qui a très vite pris de l'ampleur dans toute la classe, voire même au-delà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ces 2 filles en question étaient parlées sur mon dos à d'autres élèves de l'établissement. Et donc, j'ai commencé à subir des violences, même de la part d'élèves que je ne connaissais pas et qui ne me connaissaient pas. Des élèves de 5e, de 4e, de 3e qui venaient, par exemple, me bousculer dans les couloirs, me racketter à la cantine, me mettre des claques dans la tête dans le bus. Et donc, si vous voulez, très vite, ça a pris de l'ampleur. Et j'ai été complètement déstabilisée par ces violences gratuites parce que j'y avais jamais été confrontée avant, si vous voulez. C'est hallucinant, Marie-Charlotte, le comportement des autres. Quelle est votre réaction après avoir entendu ce premier élément de témoignage de Noémia? Alors, je ne suis pas étonnée. Le harcèlement, ça commence toujours par des toutes petites choses. Votre fils bousculade, aussi? ma fille, mon fils, pardonnez-moi. J'en ai 2 en fait. Mon fils, je ne sais pas comment ça a commencé, mais ma fille, ça a commencé, oui, par des toutes petites choses et elle n'en a jamais parlé. Il a fallu qu'elle fasse une tentative de suicide pour qu'on s'en rende compte. Moi qui étais thérapeute, donc c'est le boulot de voir quand les gens ne vont pas bien. Je n'ai rien vu chez ma fille. Et ça commence toujours par des toutes petites choses. Un surnom, une bousculade, quelque chose de petit. Et puis, en fait, se passe quelque chose qui est, à mon sens, la raison du harcèlement. C'est qu'on a des enfants qui sont dans un groupe. Et le harcèlement, c'est un phénomène de groupe. On commence... On se rend compte que les autres rient, que même la victime peut rire la première fois. Alors on continue. Et les autres regardent et puis ils disent c'est pas si grave, je vais le faire. Je ne veux pas le faire très souvent. Et en fait, on le fait parce que les autres le font. On le fait parce qu'on ne veut pas être du côté de la victime, parce qu'on a peur que ça nous arrive. On sait à quel point ça peut être douloureux. Donc on le fait, on regarde. Et même le regard, voilà ce que dit Noémia est très important, même le fait d'être témoin pour la victime, c'est « mais pourquoi vous ne prenez pas fait et cause pour moi ?» Donc c'est très douloureux. Alors bonjour, la vision du monde après Aton, c'est quand même... Moi ça me stupéfie et c'est vraiment le côté, le dark side vraiment de l'humanité là, qui se joue dans la cour de récréation. Mais moi, je vais vous dire, j'ai toujours eu le sentiment que les enfants, même encore aujourd'hui, j'ai cette image, on me présente un enfant, je vais le regarder, je vais sourire, je vais être gentil avec lui, mais j'ai vraiment toujours ce sentiment que les enfants ont 2 visages. Un visage à la maison, soit de victime à l'école, et à la maison, on montre le sourire, que tout va bien, on fait bonne figure. Et puis le harceleur à l'école, et qui devant ses parents, et tout sourire, c'est un petit ange. Et c'est vrai que moi, mes enfants, je leur ai posé très tôt la question, j'ai essayé de gratter pour savoir s'ils n'étaient pas dans l'une des situations, aussi bien harceleurs que victimes. Et j'ai voulu savoir ça, parce qu'il y a vraiment 2 visages, et j'ai du mal, c'est vrai, à voir... pour moi, c'est compliqué encore. C'est compliqué. Un enfant, pour moi, est souvent menteur et pas forcément gentil.
Alors Freud disait que prétendait que les enfants, je sais que vous allez vous moquer de moi Marie-Charlotte, que c'était des pervers polymorphes. Je sais pas si on peut l'utiliser aujourd'hui, mais c'est juste pour faire plaisir à Aton évidemment. On a encore 30 secondes avant de poursuivre cette émission. Peut-on peut-être nous séparer maintenant ? Oui, la réponse est oui. Merci Guillaume, le petit sourire du lundi après-midi. Eh bien, nous nous séparons, si vous le permettez, en compagnie de Chopin, avec cet extrait de cette étude opus 10, numéro 9 en fa mineur, Allegro molto agitato. À tout de suite. La délicatesse de Frédéric Chopin sur Radio Notre-Dame et sur RCF, cette étude opus 10 numéro 9 en fa mineur. Merci François Dieudonné et Pascal Chen là-haut pour cette touche musicale un peu adoucissante, si je puis dire. Alors nous parlons, eh bien oui, de ce sujet hautement d'actualité sous haute tension, l'école sous haute tension aujourd'hui, avec cette question du harcèlement scolaire. Eh bien comment en finir ? Peut-on en finir avec le harcèlement ? C'est vrai qu'on voit de réformes en mesure d'année en année. On a l'impression que c'est quand même pas nouveau, on en parle depuis des années, même des dizaines d'années. Et on a l'impression que c'est non seulement rien ne s'arrête, mais tout s'accélère, je sais pas, tout augmente, les chiffres sont de plus en plus alarmants. Marie-Charlotte Claire, c'est quand même pas rassurant de voir ces chiffres. Alors, c'est à la fois pas rassurant de voir ces chiffres et c'est rassurant de se dire qu'enfin, c'est une priorité en France. On a 40 ans de retard sur la prise en charge par rapport aux pays du Nord. Mais depuis 2021, la mise en place du programme phare qui exige que tous les établissements publics, privés aient des équipes formées, dédiées à la reconnaissance et la prise en charge du harcèlement, c'est quand même quelque chose, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais pour l'affaire de Poissy, Adon, vous disiez que c'était quand même bizarre qu'il y avait cette espèce de déni, je sais pas, de silence, qu'est-ce qui s'est... Enfin, comment vous analysez cette histoire de ce jeune homme, cet adolescent ? Je pense qu'on en parle, oui, de plus en plus, mais en parler, c'est bien, mais est-ce qu'il y a une écoute et je ne sais pas s'il y a suffisamment d'écoute. Ouais. Alors, il y a des personnes qui se présentent comme vous, qui disent, voilà, moi, mais vous ne pouvez pas écouter tout le monde parce qu'il y a tellement de harcelés. Et je pense qu'il y en a, oui, qui vont le dire, mais on va soit... C'est pas pris au sérieux, quoi. Ça peut ne pas être pris au sérieux aussi. Et puis, à partir du moment où vous n'êtes pas touché physiquement, bon, on rigolait. Moqueries, bon, oui, puis parfois, c'est vrai qu'on trouve des excuses. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, je disais que je pense que le harceleur a aussi un problème. Un problème psychologique, et vous disiez non. Mais c'est vrai que je ne cherche pas d'excuses, en fait. Je ne cherche pas d'excuses, mais j'essaie de comprendre. Et en essayant de comprendre, parfois, c'est... alors moi, j'en avais pas la capacité, parce que moi, j'étais juste un enfant, ou juste un adolescent. Donc, tout ce que je vais dire à notre enfant, en fait, on est d'égal à égal, ou même j'étais harcelé, donc j'étais inférieur. D'accord. Mais essayer de comprendre et de dire à un adulte, voilà, moi, c'était un petit peu comme ça que je le voyais. En fait, j'ai compris son souci. Est-ce que vous pourriez régler son problème ? Ça réglera le mien. Et en fait, il avait quoi, lui ? Vous avez su un jour ou pas ? Souvent, j'avais l'impression qu'ils avaient besoin de se sentir entourés, et le fait de se moquer d'un autre, de faire rire sur l'autre, attirer l'attention sur eux, mais plutôt de manière positive, parce qu'ils étaient les petits comiques et les leaders, et voilà, et ça attirait la lumière sur eux. Et tout pendant que la lumière était sur moi, elle n'était pas sur eux ou sur d'autres. Ouais, et les témoins font en sorte d'être très discrets aussi, de rigoler, d'être du côté des harceleurs, pour ne pas que ce projecteur tourne vers eux. Ouais, Noémia, qu'est-ce que vous en pensez, vous ? De toute manière, c'est souvent, donc, ces situations de harcèlement, elles se produisent sur les périodes d'enfance et d'adolescence, qui sont des périodes absolument charnières, et des périodes justement où chacun a quand même certaines vulnérabilités. Forcément, quelles qu'elles soient, on a tous des vulnérabilités en fait pendant cette période, plus ou moins importante selon les cas, avec des parcours différents, des parcours familiaux différents, etc. Et moi, je sais que j'ai eu l'occasion d'avoir un lien des années après avec une ancienne harceleuse. Et ça a été intéressant parce que ça a été à distance, mais j'ai échangé avec une ancienne harceleuse qui, des années après, s'est excusée en fait et s'est remise en question par rapport à ce qu'elle m'avait fait subir. Mais non. Et en fait, j'ai compris dans le cadre de cet échange qu'elle-même, en fait, juste avant de rentrer au collège, en fait, avait vécu une épreuve, un drame dans lequel son papa est décédé juste avant qu'elle rentre au collège. Et elle-même l'expliquait, en fait, le mettait en avant, que du fait de cette épreuve qu'elle avait vécue, en fait, elle avait eu un mal-être à l'intérieur d'elle pendant ses années collège, et du coup, qui fait qu'elle avait finalement, d'une certaine manière, à ce moment-là, projeté sa souffrance sur les autres, sur moi en 6e, sur d'autres élèves par la suite. Et du coup, des années plus tard, si vous voulez, sortie de cette souffrance, elle comprenait
ce qu'elle avait pu faire subir et à quel point c'était injuste, en fait. Mais avec une prise de recul quand même conséquente. Donc là, c'est pas quelque chose de général. Il y a tous les cas de figure qui peuvent exister. Il y a des enfants qui sont harcelés, qui par la suite deviennent harceleurs dans ce mécanisme. En fait, eux-mêmes, ils ont subi pour ne plus subir. On se retrouvait sans s'en rendre compte. À ce moment-là, c'est totalement inconscient, mais à projeter leur souffrance sur l'autre. Et j'ai des témoignages de ce type des fois quand j'interviens dans les établissements. Donc il y a différents cas de figure en fait qui peuvent exister. Et puis il y a aussi cette pression du groupe qui est énorme dans les établissements et notamment au collège, qui fait qu'à un moment donné, pour trouver sa place, on peut se retrouver justement, par exemple, à un moment donné, à se moquer d'un autre. On se rend compte que ça a de l'effet puisque les autres rigolent et on rentre dans un rôle qui peut se perpétuer si les autres suivent en fait. Vous savez qu'il y a même des passages, même dans l'évangile, il y a des gens qui aiment bien être du bon côté. bien sûr que c'est biblique en fait, quasiment. Athan, vous auriez pu devenir un harceleur, parce que vous me disiez que vous étiez devenu donc une fois très musclé, etc., un peu violent. Vous auriez pu ou pas? Non, pas vous. Non, absolument pas, parce que j'en ai vraiment souffert et j'aime trop quelque part mon prochain, mais naïvement. Moi, j'ai toujours eu de l'espoir dans l'humanité. J'ai toujours voulu défendre les gens, mais jusqu'à en être brutal et user de force, parce qu'en fait, je savais à quelle souffrance ça pouvait procurer d'être harcelé. Non, par contre, le fait d'être bon ensuite dans les sports de combat et d'être fort physiquement, j'ai utilisé cette force pour réduire la menace. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai été harcelé ensuite au lycée, j'ai prévenu des professeurs en disant « Vous devriez leur dire de se calmer parce que si c'est moi qui le fais, ça va être très violent. » Et j'ai pas été écouté. Waouh. J'ai pas été. Marie-Charlotte. Alors je sais qu'il y a plusieurs choses, parce que vous n'êtes pas tout à fait d'accord, je pense, sur certains points. D'abord, dire que, pour revenir un petit peu en arrière, aujourd'hui, les formations qu'on apporte dans les établissements, c'est qu'on leur apprend à écouter. On apprend à leur dire, ne minimisez pas. Non, c'est pas rien, un enfant qui vient vous voir en disant on se moque de moi. Écoutez. Donc ça, je trouve que c'est plutôt la bonne nouvelle. Marie-Charlotte, oui, ça se fait. Aujourd'hui, on intervient vraiment... Enfin voilà, il y a cette obligation de se former, mais il faut du temps pour former tous les établissements. Et il y a toujours des gens qui ne vont continuer à ne pas entendre. Mais aujourd'hui, on vient en leur disant ça. Donc je pense que ça peut être rassurant. La deuxième chose, c'est que je pense qu'il n'y a pas de profil d'enfant intimidateur. Ça peut arriver à tout le monde. Les intimidateurs, ce ne sont pas les enfants des autres, ce sont les nôtres. Ce sont les nôtres qui ont pu vivre des choses compliquées ou pas vivre de choses compliquées, mais qui à un moment vont se retrouver à, comme tous les ados, se moquer d'un autre jeune et puis ils se rendent compte que ça fait rire. Donc ils vont je vais continuer. Finalement, même la victime, ça la fait rire. Il y a un effet en fait. Ça fait rire. Ou voilà, où il y a... qui les valorise, où les gens sont de mon côté. Vous savez, c'est rassurant d'une certaine façon. C'est rassurant. Alors, j'ai par exemple des situations où il y a un jeune qui en a insulté un autre et toute la classe s'est retournée contre ce jeune qui insultait. Et en fait, ce jeune est devenu victime de harcèlement parce que toute la classe a dit « Non, mais c'est insupportable ce que tu fais » et se sont mis à l'insulter, se sont mis à l'isoler et ces gens qui l'ont isolé étaient, mais j'ai tellement d'exemples en tête comme ça, sont des enfants bien éduqués, vraiment, sauf qu'il y a un moment, il y a un truc qui est plus fort qu'eux, qui est la pression du groupe. Et c'est ce que vous avez dit tous les deux. J'ai tellement peur, ils savent exactement ce qu'ils risquent. J'ai tellement peur que ça soit mon tour, j'ai tellement peur d'être victime de ça que je préfère être du côté de ceux qui intimident, du côté de ceux qui regardent, du côté de ceux qui rient. Et en fait, ça, les adultes ont beaucoup de mal à le percevoir. Donc en fait, la solution, c'est de se rappeler, de mon point de vue et du point de vue de Résis, que le harcèlement, c'est un phénomène de groupe et on va traiter le phénomène de groupe en recréant des relations individuelles avec les enfants. On ne peut pas traiter un phénomène de groupe en s'adressant au groupe. C'est-à-dire, en deux mots, créant des ça veut dire que arriver en classe et dire à toute la classe « c'est pas bien ce que vous avez fait, c'est pas bien de harceler », ça ne fonctionne pas parce que on resserre les liens du groupe. Si on veut lutter contre un phénomène de groupe, il faut que les adultes soient sécurisants pour les enfants, écoutent les enfants quand ils vont mal, mais aussi leur disent dans cet établissement,
ce n'est pas possible de se comporter de cette façon-là et qu'ils le disent de façon individuelle à chaque enfant. Avec des prénoms, quoi. En les prenant Pierre, individuellement. Paul, Pierre, viens avec moi. Voilà, Pierre, viens avec moi. Et on a des entretiens très courts avec ces enfants en leur disant tel enfant ne va pas bien. Est-ce que tu l'as constaté? Que peux-tu m'en dire? Mais après, ils en parlent entre eux. Enfin, je me fais l'avocat du diable, mais ça change donc quelque chose s'ils en parlent entre eux. Pour le coup, je vais juste vous donner les chiffres de la méthode de préoccupation partagée France, qui est la méthode mise au point par Jean-Pierre Bellon et Marie Cartier qui ont créé le Centre Résis, donc à la base du programme phare. Nous avons 82% de situations résolues en moins de 15 jours. Quand simplement, alors pas simplement, c'est un peu plus complexe que ça, mais quand on reçoit un certain nombre d'élèves intimidateurs ou témoins individuellement et qu'on leur dit « Je suis très inquiet, Noémia ne va pas bien, on s'inquiète beaucoup pour Noémia, que peux-tu m'en dire ?» Et selon ce que l'enfant répond, on va lui dire « Ok, eh bien, je vais te demander d'être attentif, merci, au revoir. » S'il répond « Non, j'ai pas vu. » On lui donne un rôle alors à jouer. Et après, voilà. Et après, une fois que s'il dit « Oui, en effet, Noémia a l'air triste en ce moment. » Ok, qu'est-ce que toi, tu peux faire pour l'aider à se sentir mieux? D'accord. Et ça fonctionne Noémia, individuellement. S'il y avait eu ça au collège, en 6e. Harcelée, oui. Effectivement, je pense que ça aurait beaucoup aidé dans mon parcours personnel parce qu'en fait, moi, ce qui a manqué, c'est à l'époque, en effet, le harcèlement était totalement tabou, hein, personne n'en parlait à ce moment-là. On commençait à peine à parler du harcèlement moral dans le milieu du travail, donc c'était complètement sous-estimé, minimisé, ce type de situation. Et s'il y avait eu cette méthode qui avait été mise en place, oui, je pense que ça aurait effectivement aidé à traiter dans les plus brefs délais cette situation. Parce que moi, comme j'ai pas été entendue, enfin, j'ai pas réussi à en parler en fait au moment des faits, eh bien, ça a perduré dans le temps et ça a duré quand même 4 ans. 4 ans de silence qui ont derrière eu des conséquences sur le long terme qui sont absolument terribles. C'est quoi les conséquences maintenant Alors, les conséquences sur le long terme, elles ont été de différents ordres, mais notamment d'un point de vue scolaire, puisque je me suis retrouvée à cause du harcèlement très rapidement en situation d'échec, avec avertissement de travail sur mon bulletin parce que j'étais incapable de me concentrer. Donc ça, c'était le premier impact. Vous pensiez à ça tout le temps, ça, exactement. Premier impact. Deuxième impact sur l'estime de soi. J'ai complètement perdu confiance en moi suite aux premières situations de harcèlement. À un point où, à un moment donné, j'arrivais même plus à regarder les autres dans les yeux, tellement ils me renvoyaient de méchanceté, de cruauté gratuite. Et le problème, c'est que quand on perd l'estime, la confiance pendant cette période charnière qui est censée être la période de construction, après, derrière, c'est un parcours du combattant pour retrouver finalement cette confiance qui nous a été volée. Et donc moi, j'ai enchaîné, suite à ces 4 années de harcèlement, j'ai enchaîné des années de dépression, des années d'échecs scolaires, puis ensuite professionnels, des incapacités à me projeter dans l'avenir. Et donc, ça a été très compliqué. Heureusement, moi, j'ai eu cette ressource qui a été l'écriture. J'ai eu la chance par la suite aussi de faire des rencontres valorisantes qui m'ont permis de retrouver cette confiance. Mais ça a été vraiment long. Et j'imaginais absolument pas, je soupçonnais pas toutes les conséquences que ça pouvait avoir sur le long terme en réalité. Ouais. Alors c'est vrai qu'on fait un petit saut dans le temps, comment s'en remettre plus tard au fond, une fois qu'on a malheureusement vécu cela et que personne nous a entendus. Aton, premiers éléments quand même de réponse aux parents qui sont pendus à leur radio, à leur poste de radio ou à leur application pour entendre cette émission. Qu'est-ce qu'il faut faire en premier quand un enfant revient à la maison en disant soit on se moque de lui, soit qu'il y a eu des coups, voilà, d'un niveau dessus, soit qu'il y a une quelconque forme d'harcèlement qui est en train de germer, si je puis dire. C'est l'écouter, mais après, est-ce que les parents seront la meilleure écoute? Est-ce que l'enfant va vraiment se confier à ses parents? Moi, j'avoue que j'avais quand même beaucoup de mal à me confier à mes parents. J'avais identifié parfois certains adultes dans mon environnement proche qui étaient pour moi des modèles et ça aurait été peut-être plus simple. Donc en fait, aux parents aussi de ne pas être susceptibles si l'enfant ne veut pas forcément leur parler à eux, mais par contre orienter et essayer d'ouvrir un petit peu le champ relationnel dans l'environnement de l'enfant pour qu'il puisse justement trouver une écoute. Après, c'est lui dire que voilà, ça arrive, c'est quelque chose de grave et qu'il ne faut pas en rester là, mais qu'ils sont présents. Par contre, ils sont là, disponibles pour écouter et prendre des mesures quelles qu'elles soient, mais que c'est que le problème de l'enfant est aussi leur problème. Parce que c'est vrai que les conséquences derrière... Bonjour, quoi. Ouais, vous avez dégusté, vous dégustez encore, si je comprends bien. Moi, j'aurais pu basculer vraiment dans la délinquance, à la criminalité, même vraiment, parce que comme je vous disais, j'avais répondu violemment quand j'avais 17 ans. J'ai été stigmatisé après de brut. Et je me suis positionné parce qu'en fait, quand on est harcelé, on a un gros problème de positionnement dans la société. On ne sait plus vraiment quel est notre rôle à jouer, quelle place on a. Et moi, à un moment donné, je me suis dit, voilà, en fait, moi, je serai la brute, le violent.
et je vais leur montrer à quel point je peux leur répondre avec mes points, quoi. Et ça vous isole. Moi, j'ai été interdit de réfectoire parce que je me suis battu dans un réfectoire. L'élève est passé par la fenêtre, donc ça a été extrêmement violent, mais c'était comme ça, hein. C'était ma seule réponse. Devant tout le monde, j'ai voulu le faire devant tout le monde pour qu'on sache, qu'on m'identifie comme étant quelqu'un. Attention, lui, il faut pas le chercher parce que sinon vous allez prendre cher. Et ensuite, j'ai dû faire encore 1 an et demi dans ce lycée où je n'avais pas le droit de manger au réfectoire et je n'avais pas le droit pendant la récréation d'être avec les autres. Donc les professeurs avaient pour consigne à la récréation de 10 heures, dès que je finissais le cours de 9 à 10, d'aller tout de suite en cours. Ils m'ouvraient la salle de classe et j'attendais seul pendant la récréation. Ouais. Alors, ça pendant 1 an et demi. C'est très long et ça vous met vraiment de côté. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est complètement différent et heureusement d'ailleurs. Ouais. Marie-Charlotte Claire, c'est plutôt à vous, hein, finalement, qu'on pourrait poser la question en premier. Vous avez déjà commencé à y répondre, mais c'est vrai que quand tout va l'air d'aller bien, est-ce que tous les parents du monde devraient, dès l'entrée, on va dire en CP, ou en 6e, j'en sais rien, c'est vous qui allez nous répondre, devrait demander à son enfant, une fois au moins dans l'année, où ça en est de ce côté-là, quoi. Enfin, explorer un peu le terrain sans être intrusif pour autant, mais bon, savoir s'il y a un souci d'harcèlement ou... Alors oui, je crois que d'abord, les parents doivent créer une relation de confiance avec leur enfant. Si évidemment, dès le départ, il n'y a pas de relation de confiance, c'est évident que leurs enfants ne leur parleront pas s'ils vont mal. Après, c'est très très difficile. Il y a plein de raisons pour lesquelles c'est très compliqué pour un enfant de parler à ses parents. Donc il faut avoir ça en tête. Arriver auprès de son enfant et lui dire « Bon, alors est-ce que tu te fais harceler ?» C'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Donc il faut être un petit peu plus fin. Peut-être être attentif aux signes. Est-ce que mon enfant est souvent malade? Est-ce qu'il est toujours en retard? Est-ce qu'il oublie toutes ses affaires de sport? Est-ce que s'il y a un échec brutal, comme Noémia? Mais oui, échec scolaire. Il y a plein de signes qui peuvent nous alerter. Puis après, il faut faire confiance à son instinct et pouvoir dire à son enfant je m'inquiète, je suis inquiète, j'ai l'impression que tu vas pas bien. Et sache que je suis assez fort pour t'accompagner là-dessus. Parce qu'une des raisons pour lesquelles les enfants ne parlent pas, c'est qu'ils ont peur que leurs parents soient déçus et ne se sentent pas en capacité de faire face. À leur tour, quoi, quasiment. Et donc ça, ça, je pense que c'est important. Je pense que aussi, dans qu'est-ce que les parents peuvent faire quand leur enfant leur fait confiance et commence à leur parler, les écouter, c'est ce que vous disiez, en ne minimisant pas. Et puis, je pense qu'il y a des mots qu'il faut éviter. Comme... C'est « il faut que tu répondes, il faut que tu te défendes, il faut que... » Parce que les enfants, j'en connais pas, dans les centaines d'enfants que je reçois, je n'en connais pas qui n'aient rien essayé. Ils ont essayé de se défendre, ils ont essayé d'en parler à un adulte de l'établissement, ils ont essayé de faire comme s'ils n'entendaient pas. Ça n'a pas fonctionné. Donner un conseil à un enfant qui l'a déjà essayé, c'est l'enfoncer encore plus. C'est « je préférerais, qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider ?» Et puis, je pense qu'il faut qu'on en parle à l'école. Et puis, c'est à l'école que ça se passe. C'est à l'école de prendre en charge ça. Eh bien, le bal des boulets, juste après, nous aurons évidemment l'écho de Noémia ici présente. On se retrouve dans quelques instants. Tété, bien sûr, sur Radio Notre-Dame et RCF. À tout de suite. Le bal des boulets, Tété sur Radio Notre-Dame et RCF. À l'heure où nous nous posons cette question tous ensemble en ce début de semaine, comment en finir avec le harcèlement scolaire? Nous sommes en compagnie de mes 3 invités du jour qui sont Athan, membre du GIGN. C'est normal, les auditeurs, si vous le revoyez aujourd'hui. Il est revenu aujourd'hui, il était là la semaine dernière, à propos de cet ouvrage qu'il a coécrit avec Jean-Luc Riva, Se préparer au pire, chez Albin Michel. Un ouvrage presque un indispensable, je voudrais dire. En cette année où s'accumulent les crises de la violence, ce sentiment d'insécurité qui nous enferme de plus en plus, il faut bien l'avouer quand même, dans toutes les situations de la vie. Voilà. Et il est ici, présent cet après-midi, en tant qu'ancienne harcelée, enfant harcelée. Noémia Groen en connaît un rayon également, malheureusement, sur cette question du harcèlement, qui a
subi enfant à partir de la 6e, au collège de la Cime d'ailleurs, hein, dans les Alpes-Maritimes. Voilà, vous qui avez publié, donc c'est pas que dans les grands lycées de grandes villes, là, évidemment que ça peut arriver, c'est partout en fait. Oui. Ça fait partie de l'humanité. J'ai de la rage dans mon cartable en poche à redécouvrir évidemment dans les bonnes librairies. Et puis enfin Marie-Charlotte Clair qui est coach parental, qui s'est vraiment spécialisée dans cette question du harcèlement et des impacts du harcèlement, qui alerte dans les écoles aussi. Harcèlement quand l'école vire au cauchemar chez Anovi. Et puis c'est vrai que j'ai pas mentionné Hérésis évidemment. Que vous avez fondé, hein, je crois, Marie-Charlotte Clair. Non, je fais partie de l'équipe qui était là déjà au départ. Mais le centre Résis, c'est Jean-Pierre Bellon, Marie Cartier qui l'ont fondé et qui ont mis en place cette méthode de préoccupation partagée qui a été testée pendant 2 ans par le ministère de l'Éducation entre 2019 et 2021 avant de lancer le programme phare avec HAR comme harcèlement. Harcèlement et qui casse le groupe, l'effet de groupe. Et c'est en fait central, hein, j'ai l'impression, dans cette conversation que nous avons depuis le début de cette émission, Noémia. Ça va très loin, cette affaire de groupe, faire partie. Après, plus tard, évidemment, facilement se laisse glisser vers ceux qui ont l'air d'être les forts du groupe, quoi. Oui, c'est un peu ça, même s'ils ont tort, finalement, c'est pas grave. moi, je sais que d'une certaine manière, j'ai aussi été la cible et ça a duré aussi longtemps, justement parce que j'ai refusé de me conformer. C'est-à-dire que moi, je voulais être acceptée pour celle que j'étais. Et par exemple, pour la petite anecdote, mais moi, je portais pas de vêtements de marque ou à la mode. Parce que pour moi, c'était pas important. Pour moi, ce qui était important, c'est ce qu'on avait à l'intérieur de soi et pas l'apparence. Sacrée personnalité, déjà. Voilà, et c'était pas une question de moyens financiers. Mes parents auraient pu m'acheter les Nike à 150 €, le sac Eastpak comme tout le monde. Moi, je n'en avais absolument rien à faire. Et donc, finalement, comme j'ai tenu bon, parce que je voulais justement ne pas rentrer dans le groupe et être comme tout le monde pour être acceptée, eh bien, ça a été le prix aussi de 4 années de harcèlement. Ouais. Mais aujourd'hui, j'ai cette fierté d'avoir résisté d'une certaine manière, d'être restée celle que j'étais. Et aujourd'hui, c'est aussi ce qui fait ma force. Donc la femme magnifique que vous êtes devenue d'ailleurs, Noémia. Merci. Voilà, je précise, les auditeurs peuvent vous voir, donc ils peuvent vous voir tout seuls. Et Athan aussi, le grand gaillard que vous êtes devenu. Je confirme. On vous regarde plus de la même façon maintenant, Athan, dans la rue. Bon, je dis ça en souriant, évidemment. Non, hein, bon. disons que maintenant, depuis, j'ai quitté en décembre 2018 et puis j'ai été médiatisé assez rapidement avec un premier livre. Ouais, les confessions. Les réseaux sociaux, enfin tout ça, pas mal de plateaux. Ouais. Mais les gens sont plutôt sympas, ils viennent me voir. Alors j'ai toujours, avec tout ce qui se passe à la police, beaucoup de questions, beaucoup de questionnements, tout ça. Ouais. Le harcèlement scolaire, j'en parle depuis pas si longtemps que ça, à part les gens qui ont vraiment lu mes premiers livres. Mais c'est vrai que j'avais fait une émission sur ça. Et depuis, il y en a qui viennent vers moi et qui me disent « Mais toi, harcelé ?» Ben oui. Et oui. Ben oui, en fait, vous voyez comme quoi ça peut toucher tout le monde. Qui. Et aujourd'hui, je le parle, je dis voilà, avec les réseaux sociaux, c'est une forme de harcèlement. D'ailleurs, je dépose même procédure, j'ai monté un dossier. Ouais. Alors, j'ai des collègues gendarmes qui sont venus vers moi et qui m'ont dit « Mais on a lu les commentaires, tout ce que tu reçois qui est injuste. » Je dis « M'en parlez pas. » Je dis « Comment tu le vis ?» Mais je dis sincèrement. Ça veut dire quoi? Ils vous ont dit quoi, les commentaires injustes? Comme quoi, que je me suis inventé une vie, que je suis un mytho. Alors quand vous avez combattu des terroristes, quand vous avez mis votre vie dans la balance, que vous avez fait des sacrifices familiaux au nom de la France, au nom de certaines valeurs, que vous êtes prêt à mourir pour ça, et que quand vous sortez, que vous découvrez la population civile qui vous insultent, parce que ceux qui parlent le plus sont plus les haters. Les gens qui vous apprécient ne font pas forcément des commentaires. Ah bah j'en fais les frais ici aussi à Notre-Dame et sur RCF, chers amis. Voilà, oui, mais comme tous. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup d'insultes. Alors moi je m'en sers pour essayer de progresser quand même, et ça fait mal quand même, c'est vrai. Ça fait quand même toujours un peu mal, il faut bien le reconnaître. Ah mais ça fait mal. On peut avoir la peau dure, mais enfin bon, ça fait mal. C'est pas très agréable. Ça durcit, ça endurcit. Au bout d'un moment, on a la peau qui épaissit, et puis c'est pas plus mal. Mais, oui, en effet. C'est vrai que bon, moi, j'ai posé un genou à terre. Moi, je me suis posé la question parce que j'avais de la haine qui montait en moi par rapport à ces commentaires. Ouais. Et je déteste être dans cet état-là. Donc, je me suis posé la question. Alors, sans chercher d'excuses à ces gens-là qui ne sont pas forcément, c'est pas très rationnel. Puis les raisons, enfin, mytho, me traiter de mytho. Bon, il y a des preuves, il y a des émissions télé où on me voit. J'avais reçu la Légion d'honneur. Ils sont jaloux, quoi. Oui, c'est de la jalousie. Mais après, je me suis dit, en fait, les gens ont une image du GIGN, de quelque chose qui est secret, alors que c'est pas secret, c'est discret. Mais des gens cagoulés. C'est un peu un mythe. Et moi, j'arrive, en fait, dans une période où on attend beaucoup du GIGN et je casse un peu ce mythe en humanisant, en montrant un visage.
Et ça fait pas plaisir. Et en montrant une certaine vulnérabilité, parce que je raconte mon parcours, voilà, avec les bons moments, les mauvais moments, et le harcèlement. Et même pour l'institution, c'est compliqué, parce que elle, le travail pour justement que ça tienne un mythe, que ce soit très, voilà, que les gens, alors pas en aient peur, mais voient ça quelque chose de presque au-dessus du lot, quoi. C'est presque... Qui nous fascine, qui doit rester un peu sur son piédestal, super-héros, Superman, à qui n'arrive jamais rien de mauvais. Voilà, donc je me suis donné comme raison, je me suis dit, je pense que j'ai perturbé un peu tout ça, tous ces... L'ordre établi. L'ordre établi, et puis bon, bah voilà, ce qui m'arrive, c'est un petit peu aussi dû à ça. Mais ensuite, je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait réellement dans ma vie? Parce que mytho, je suis allé voir mes collègues, j'ai dit, mais ce que j'ai raconté dans le livre, ce que je dis, c'est bien ça. Mais ils m'ont rassuré, ils m'ont dit, bah oui, pourquoi? Évidemment. Mais je dis non, parce qu'on me traite de mytho. Mais arrête. Ils disent, arrête, laisse. Je dis, c'est facile, les gars, mais quand il y a des milliers, voire des dizaines de milliers... Tu doutes. C'est une lapidation, c'est chacun met son petit commentaire. Ouais. Et je voudrais juste rebondir justement sur les commentaires. Je pense que les parents devraient avoir accès. Et ça, c'est une règle. Chez moi, à la maison, mais j'ai 2 fils, je contrôle leurs commentaires, ce qu'ils reçoivent et ce qu'ils envoient comme commentaires. Je leur ai demandé, j'ai le contrôle sur leur adresse, mais je n'ai pas le contrôle sur leurs messages privés entre copains. Mais ce qui est public, vous avez accès. Mais ce qui est public, je veux avoir accès. Et parfois, c'est des petits malins parce qu'ils vont vous donner une adresse mail, une parmi d'autres, et ils vont vous donner un réseau social pour que vous soyez focus sur celui-ci. Mais les enfants n'ont pas un réseau social. Ils sont sur TikTok, ils sont sur Instagram, ils sont sur différents réseaux. Et un enfant qui vous donne un seul réseau, c'est qu'il vous ment. Très certainement. Conseil d'Aton, avisé. Marie-Charlotte Claire. Alors là-dessus, je pense qu'il faut faire attention. La dimension cyber. Mais d'abord sur les réseaux sociaux, je pense qu'ils sont capables aussi de créer dans chaque réseau 2 adresses de comptes. Et que c'est très compliqué ça peut être très compliqué de contrôler parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont créé dont ils ne nous parlent pas. Pour moi, sur le cyberharcèlement, il me semble que la meilleure prévention que l'on puisse faire à ces enfants, c'est leur dire quoi qu'il se passe, si tu es choqué par des images, par des mots, par des situations qui te mettent en difficulté, quoi qu'il se passe, et quelle que soit ta responsabilité, s'il se passe quelque chose sur les réseaux et que ça ne va pas, viens me voir, viens m'en parler, et je serai de ton côté. D'accord. Ça, c'est la phrase qu'il faut dire. Je pense que je serai de ton côté. Peu importe, je serais peut-être pas content de ce que tu as fait, mais ces enfants ont tellement peur de notre réaction d'adultes s'ils viennent nous dire oui, mais là on m'insulte. Ouais, mais au départ c'est moi qui ai insulté. Ok, je serais pas content que tu aies insulté, mais pour le moment c'est toi qui as insulté, c'est toi qui es cyberharcelé, c'est toi qui as besoin de soutien. Et tu es mon enfant, je serai avec toi et on verra ensemble comment on peut arrêter. Et si c'est toi qui harcèles, de la même façon, je verrai avec toi comment il faut que tu arrêtes ça. Ouais, Noémia, oui, c'est important qu'il y ait cette relation de confiance entre l'enfant et ses parents parce que, en effet, en tant que parent, on peut absolument pas tout maîtriser ce qui se passe sur les réseaux sociaux parce que c'est beaucoup trop large et en fait on peut pas, même si on voulait, je pense que c'est impossible en fait en tant que parent de tout contrôler, de tout maîtriser. Néanmoins, effectivement, c'est important de véhiculer ce message à son enfant, de lui dire si jamais tu es confronté, s'il y a des images que tu as vues qui t'ont choqué ou une situation qui n'est pas normale, qui est une situation d'injustice, eh bien parle-en, même si on t'avait dit tu ne devais pas aller sur ce réseau, tu y allais quand même. Très important de dire aux enfants qu'ils puissent en parler tout de suite avant que ça prenne des proportions, avant que ça prenne de l'ampleur. Et s'ils sont tétanisés dès le départ, Aton, et qu'ils s'enferment comme une boule, c'est quand même pas simple de les sortir de là. Ah non, c'est pas la simple. La peur qui tétanise, qui inhibe, qu'est-ce qu'on fait de ça? Non, mais après, moi, je pense qu'il faut les occuper, il faut vivre, il ne faut pas les laisser dans leur chambre isolés. Moi, mes enfants, il y a des moments, il y a une baisse de morale et on essaie justement de le prendre avec nous, de l'emmener visiter un musée, d'aller en week-end. Alors, ils râlent, ils sont pas forcément d'accord, mais même parfois, j'ai déjà demandé à mes enfants de regarder dans le téléphone. C'est très intrusif, je suis très gêné de le faire. Ouais. Mais quand j'estime que j'ai un gros doute, un fort doute, j'affirme mon autorité de parent. Ils ont déjà été un peu victimes de quelque chose ou pas encore? Dieu merci, vous touchez du bois, pour l'instant rien. Mais à un moment donné, moi j'avais mon plus jeune très absent, des absences injustifiées, des retards. Je trouvais que le comportement changeait un petit peu et je lui ai demandé son portable. Et là j'ai vu qu'il a commencé à rougir. Mais vraiment, il n'était pas bien.
J'ai ouvert le portable, j'ai pas eu besoin d'aller sur tout, j'ai regardé un petit peu. Je lui ai dit, écoute, j'ai vu certaines choses, je te fais confiance, rétablis le tir. Ouais. Il faut quand même observer nos enfants, si je comprends bien. J'en ai vu, je pense, 1/100 de ce qu'il y avait. Le peu que j'ai vu, je lui ai dit, écoute, je te fais confiance. Et si tu as besoin, tu me dis. Mais attention, les réseaux sociaux, tu n'exposes, c'est extrêmement dangereux. Il est en train de... En gros, il s'exposait... Les échanges de photos, voilà, bon, c'est... Ils n'ont pas conscience, en fait, que de s'exposer tel qu'ils le font, que ça reste, en fait. Les réseaux sociaux, il y a une trace, ça reste. Donc j'ai dit attention. Et ça peut servir des harceleurs, et ça peut potentiel en plus. Hein. Donc j'ai voulu rentrer vraiment avec autorité. Ouais, ça c'est vrai que c'est vraiment le gros danger aussi, c'est prendre conscience. Ça c'est un peu un pas de côté. C'est par un rapport à notre émission, mais en même temps, le fait qu'il y ait des traces, je dirais par rapport au harcèlement, il y a des preuves. Donc ça, aussi dire à nos enfants, si tu es attaqué, n'efface pas ces messages, parce que ça peut être des éléments de preuve. Et je dirais que pour le coup, dans ce cyberharcèlement qui est tellement violent, parce qu'on est derrière un écran, on se croit protégé, on ne connaît pas les gens, enfin, on peut dire des choses épouvantables. On peut avoir des preuves et ça peut aller très vite. Et d'ailleurs, il y a un numéro que tous les parents, tous les jeunes devraient connaître, qui est le 3018, qui est, si vous êtes victime de... Alors aujourd'hui, c'est aussi pour le harcèlement, mais de cyberharcèlement. Le 3018, qui est e-enfance, ils ont la capacité d'aller bloquer des comptes et de retirer des images que vous dites à TikTok. Ça, faut le savoir, pour les parents qui sont affolés aussi. Mais les enfants le connaissent. Noémia. Pour rebondir là-dessus, moi, c'est vrai que quand j'interviens dans les établissements scolaires, souvent, ce que je dis aux enfants ou aux adolescents, c'est qu'à force de regarder la vie des autres, et notamment, par exemple, TikTok, c'est vraiment des applications qui sont extrêmement addictives et qui ont volontairement été créées pour ces addictions. Et du coup, je leur dis, à force de regarder la vie des autres, vous passez à côté de votre propre existence. Et c'est une réalité aujourd'hui. Et je pense qu'il faut effectivement réapprendre, qu'est-ce que c'est la vraie vie, en fait, que la vraie vie, c'est pas les réseaux sociaux. Ouais, on vous rendez compte qu'on est en train de parler de la vraie vie, quoi. Non, mais c'est triste. C'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est une réalité aujourd'hui. Il faut qu'ils en soient convaincus. Il suffit peut-être d'un discours de Noémia pour changer les choses entre prêtresse de la vie réelle. Et Aton aussi, hein, parce que finalement, votre livre, Se préparer au pied, c'est un réveil de nous, les adultes et les enfants et tout le monde. Hein. Il faut se réveiller. Hein. Mais j'allais y venir, mais c'est ça, c'est une reconnexion à la nature et à l'humanité, aux relations sociales. Et ça ne passe pas par le téléphone. Et vous voyez, on a été témoin la semaine dernière d'une tuerie. Hein, et le téléphone sert à créer cette distance, c'est-à-dire que les gens ne sont plus totalement dans la sidération, à part celui qui est victime directe d'un terroriste. Mais les témoins, en fait, ne sont plus complètement dans la sidération, parce que la sidération vous paralyse, vous ne pouvez absolument rien faire. Mais il y a ce réflexe de sortir le portable et de filmer systématiquement. Alors effectivement, ça fait des preuves, voir les images, ça permet aussi de partager une réalité, mais tout le monde le fait. Tout le monde le fait, et en fait, ça crée, comme disait Jean-Luc, hein, on en parlait la semaine dernière, ça permet de se préserver aussi quelque part. L'écran, voilà, c'est un petit écran, on a le sentiment de maîtriser cet écran, on fait stop quand on veut, on va regarder jusqu'au point le plus même atroce, mais on se dit, c'est pas moi, c'est dans la petite boîte. Voilà. Et après, on le met de côté, on a une nausée, voilà, mais c'est dans la petite boîte. Mais non, en fait, non, vous y étiez. Et vous auriez pu être victime aussi. Ouais, c'est vrai que c'est important d'en prendre conscience. Marie-Charlotte Claire, j'avais une dernière question pour vous. Je ne sais pas si vous vouliez dire autre chose, mais est-ce que, comment faire pour les parents, peut-être un élément de réponse pour les parents qui se sentent honteux? Il y en a peut-être. C'est une question que je vous pose, mais j'essaie de m'imaginer. Est-ce que les parents sont honteux parfois quand leurs enfants sont harcelés? Oui, je pense à un cas par exemple qui est le sexting non consenti, le revenge porn, où un enfant a partagé son image intime avec un petit copain qui l'a trahi, donc qui a exposé cette image intime devant tout le monde. L'enfant ensuite a été insulté en arrivant à l'école. Les parents ont honte. Soyez du côté de votre enfant, n'ayez pas honte. Belle conclusion. Soyez du côté Merci Marie-Charlotte Claire. Merci Aton, merci Noémia Grohan. Merci infiniment à tous les trois et bon courage à tous les parents concernés éventuellement par cette question lourde du harcèlement scolaire. Mais il y a des solutions, réécoutez l'émission s'il le faut. Merci les amis. Merci.